9h25 sur France Info, c'est l'heure de l'interview politique. Bonjour Eva Sass. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée écologiste de Paris, membre de la Commission des Finances. On vient de voir ce sujet sur cette neige qui est tombée abondamment dans les Alpes avec des stations comme Val Thorens qui ont été effectivement très, très touchées. Et pourtant, on entend ces experts nous dire que c'est un phénomène naturel, certes qui arrive rarement, sans doute pas depuis 20 ans, mais phénomène naturel, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas particulièrement de dérèglement climatique alors? Oui, non, mais c'est vrai que nous sommes attachés aux faits scientifiques. Et en l'occurrence, sur ces chutes de neige, il s'agit d'un retour d'Est, comme on dit, c'est-à-dire des vents humides qui se heurtent aux montagnes des Alpes. Et donc, oui, c'est un phénomène qui est assez récurrent. Par contre, c'est vrai que ce qu'on peut craindre, c'est qu'à l'avenir, ces phénomènes soient beaucoup plus intenses parce que les airs chauds sont par nature plus humides et qu'avec le dérèglement climatique, on ait des phénomènes qui soient plus violents. Et ça, je pense que c'est une crainte pour l'avenir, d'où l'importance d'investir dans l'atténuation du dérèglement climatique pour qu'on limite la violence de ces événements. Et vous avez l'impression que le gouvernement met le paquet sur l'écologie à l'heure de la crise économique, internationale, mondiale? Non, je crois que c'est plutôt exactement l'inverse. L'écologie est devenue une variable d'ajustement. Quand il faut faire des économies, c'est le premier poste vers lequel on se tourne pour diminuer, par exemple, le fonds vert, MaPrimeRénov', tous les outils qui permettaient de faire la transition écologique, alors même que c'est une erreur à double de titre. D'abord, il faut investir dans l'adaptation. 1 euro investi dans l'adaptation, c'est 8 euros de dommages évités. Donc, il faut investir dans l'adaptation, c'est-à-dire prévenir, par exemple, les inondations. C'est extrêmement important au moment où le dérèglement climatique est déjà là dans notre quotidien. On a connu des phénomènes assez violents aussi cette année. Absolument. Je crois qu'on a besoin de protéger les Français et qu'aujourd'hui, on ne met pas les fonds qu'il faut, par exemple, dans le fonds Barnier, le fonds Barnier qui permet de prévenir les inondations. C'est des choses simples et concrètes et qu'il faut faire dès maintenant. Et même sur l'adaptation, eh bien, le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Mais à chaque fois, on nous dit c'est l'urgence, il faut absolument investir dans l'écologie. Et puis finalement, oui, il y a des phénomènes et on les traite et on continue comme ça. Je crois que malheureusement, il y a toujours quelque chose d'autre qui est prioritaire et que c'est la chose facile de réduire les dépenses, par exemple, sur MaPrimeRénov', qui sont, comme on appelle ça, une dépense pilotable. Voilà, donc c'est la facilité de réduire les dépenses sur l'écologie. Mais ce n'est pas le bon calcul et j'ajoute, ce n'est pas le bon calcul du point de vue économique. Il y a une étude qui est sortie du Boston Consulting Group qui montre que 5 à 25% des bénéfices des entreprises sont menacés par les risques matériels du dérèglement climatique. Donc, il y aura des conséquences économiques au dérèglement climatique. Donc, c'est un mauvais calcul à tout point de vue. Après, quand on regarde, nous, on en fait pas mal. Quand on regarde les États-Unis et Donald Trump qui vient d'arriver, qui vient de tourner le dos une fois de plus à l'écologie et à l'accord de Paris, on se dit que sans les États-Unis, on n'arrivera pas à emmener le reste du monde. Je pense qu'on doit faire ce que nous devons faire au niveau européen et que, en l'occurrence, l'Europe est aussi une puissance économique. On a vu déjà les États-Unis sortir de l'accord de Paris précédemment avec la présidence précédente de Donald Trump. Ça n'a pas non plus complètement freiné le mouvement qui a lieu au niveau international. Donc déjà, faisons notre part, c'est important, et continuons à travailler au niveau international. On parle du congrès des écologistes avec cette élection à la tête des Verts. Marine Tondelier semble favorite. En tout cas, les votes sont clos depuis hier soir. On connaîtra les gagnants, la gagnante, le gagnant, en tout cas aujourd'hui à 18h. Vous, c'était pas votre candidate, hein, Marine Tondelier. Non. Pourtant, elle est favorite. Pourquoi vous ne souhaitiez pas soutenir Marine Tondelier? Parce que je souhaitais une clarification de la ligne. J'ai entendu vos éditorialistes avant sur ce plateau. Je pense que leur analyse est très juste. Effectivement, Marine Tondelier est une personnalité médiatique qui a un impact dans l'opinion et c'est souhaitable et je m'en réjouis. Après, je pense qu'on avait besoin dans ce congrès d'une clarification de la ligne et ça ne sera pas le cas malheureusement parce que la ligne reste floue. Nous, avec Florentin Letissier et Jérôme Jordanov, nous souhaitions qu'on affirme clairement qu'on veut passer d'un parti lanceur d'alerte à un parti de gouvernement, s'affirmer beaucoup plus fortement sur les questions régaliennes, par exemple, sur les questions économiques et sociales, donc changer un peu de dimension. Et cela, ça n'a pas malheureusement été clarifié dans ce congrès où on va avoir une ligne qui restera malheureusement encore assez floue. Clarifier la ligne, clarifier aussi les alliances. Par exemple, est-ce qu'il faut continuer à faire partie de cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon ?
Je crois que le sujet, c'est on dit beaucoup, et Marine en particulier, que nous devons être un trait d'union à gauche. Je crois qu'un trait d'union, ça s'efface assez facilement et qu'il faut s'affirmer plus en tant qu'écologiste. Nous avons une singularité de notre projet, une affirmation aussi de notre projet européen, c'est important, de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre l'antisémitisme. Tous ces sujets, nous avons besoin de les affirmer plus et de ne pas être juste un trait d'union à gauche, être vraiment une force motrice, j'ai envie de dire, de l'union de la gauche. Par contre, nous avons évidemment besoin d'une union de la gauche pour gagner. La question, c'est laquelle, et je pense qu'il faut le définir autour de nos valeurs. Alors, ça veut dire qu'il faudrait quoi, une candidature commune à gauche pour l'élection présidentielle, ou il faudrait que les Verts aient une candidature à eux? Nous l'avons déjà affirmé et je le soutiens entièrement, c'est qu'il nous faut une candidature unitaire à gauche, absolument. Sauf que Jean-Luc Mélenchon est déjà parti. Alors, est-ce que ça vous va? C'est lui qui s'exclut du processus. Je pense qu'on a besoin d'un processus de désignation d'une candidature unique à gauche. Après, les insoumis feront ce qu'ils veulent, mais il faut, s'ils décident de ne pas participer à ce processus, ils seront responsables malheureusement de la désunion de la gauche. Mais nous, donc ça veut dire que nous vous devons pensez tout qu'il faut faire un processus, soit Jean-Luc Mélenchon vient, enfin les insoumis, mais il y aura un processus avec le Parti socialiste, avec vous, avec d'autres partis associés? Absolument, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on ait un processus de désignation d'un candidat unique de la gauche. Ça peut être une primaire, ça peut être d'autres formes. L'important, c'est en tout cas qu'effectivement, il y ait une unité. Et je crois que tous ceux qui tourneront le dos à ce processus de désignation, malheureusement, en sont responsables de la désunion de la gauche. Ça peut être Marine Tondelier, Ça peut être Marine Tondelier, tout à fait. On parle finances publiques, puisque François Bayrou a fait ses annonces cette semaine. Il a préparé les esprits, en tout cas établi un diagnostic en disant qu'on dépensait trop, que notre dette était trop lourde à porter, qu'on ne travaillait pas assez. Pour sortir de ce marasme financier, il dit deux choses. Un, il faut écarter l'emprunt. Et deux, il faut écarter les hausses d'impôts. Vous êtes d'accord ? Alors, on est d'accord déjà sur le diagnostic. Oui, c'est grave, effectivement, 5,8% de déficit en 2024. Mais il oublie de dire une chose, c'est d'abord que c'est les gouvernements successifs depuis 2017 qui sont responsables de cette situation, en particulier avec 62 milliards de baisse d'impôts. Et c'est bien là qu'il faut porter le diagnostic. Et peut-être aussi le quoi qu'il en coûte du Covid. Oui, mais enfin, on est largement revenu sur les mesures qui étaient exceptionnelles et on a toujours ce déficit. C'est principalement, et la Cour des comptes l'a confirmé, les baisses d'impôts de production, les baisses d'impôts sur les sociétés et aussi sur les plus riches avec la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Donc, ils sont responsables, ça c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est le rythme. Aujourd'hui, on a un Éric Lombard ou un François Bayrou qui propose une espèce de cure d'austérité parce que 40 milliards dès 2026, c'est beaucoup plus rapide que ce qui est nécessaire pour se conformer aux règles européennes. Il y a un risque récessif, un impact sur l'économie qui peut être extrêmement grave et puis surtout, il y aura un impact sur la qualité de vie des Français si on prend cette option-là parce qu'ils sont enfermés dans le dogme de anti-impôt. Il ne faut pas augmenter les impôts. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir une approche beaucoup plus équilibrée entre dépenses et recettes. Oui, regarder les dépenses, mais aussi s'attaquer aux recettes. Il faut augmenter les recettes fiscales. Alors, nous avons fait beaucoup de propositions. Vous vous souvenez qu'on a fait adopter à l'Assemblée la taxe Zuckman, un impôt plancher sur la fortune qui pourrait rapporter 20 milliards d'euros. C'est une des premières mesures qu'il faudrait mettre en place. Vous avez bon espoir qu'elle passe, cette taxe? Elle a été adoptée une première fois à l'Assemblée nationale. Il y a un calendrier pour le Sénat? Absolument. Elle sera discutée le 12 juin en séance au Sénat. Est-ce que nous avons bon espoir? Bon, on connaît la majorité du Sénat, mais elle reviendra à l'Assemblée. Voilà, nous allons batailler pour que cet impôt plancher sur les plus riches soit adopté, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Il n'est pas acceptable qu'en 20 ans, les 500 plus grandes fortunes aient augmenté de 1000 milliards leur fortune. On est passé de 124 à 1170 milliards. Donc, il y a aujourd'hui une espèce d'impunité fiscale. Puisque elle touche les fortunes à partir de quel montant, cette taxe Zuckman? C'est un impôt plancher à partir de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc, vous voyez que ce n'est pas la PME du coin. C'est bien les plus aisés. Il y a 1800 foyers fiscaux, en l'occurrence, qui seraient concernés. 20 milliards d'euros sur ces plus riches qui, aujourd'hui, payent beaucoup moins d'impôts que la moyenne des Français. Ça me semble la première mesure à mettre en place
pour plus de justice fiscale. Le reste serait inacceptable si on ne s'attaquait pas d'abord aux plus riches. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres propositions de recettes. Le crédit impôt recherche, les exonérations de cotisations sociales qu'on doit revoir parce qu'en plus c'est une trappe à bas salaire et que ça freine les augmentations de salaire alors que nous avons besoin de retrouver du pouvoir d'achat en France. Tous ces éléments, nous les avons mis sur la table et nous attendons que le gouvernement s'en saisisse parce qu'on ne peut pas dire uniquement on va baisser les dépenses. Ça aurait trop d'impact sur la qualité de vie des Français. Est-ce qu'il faut s'attaquer aux retraités ? Je ne pense pas que ce soit la première piste. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc, je pense que ce serait une solution peut-être de facilité parce que ça concerne beaucoup de gens, donc ça rapporte vite beaucoup d'argent. Mais je ne crois pas du tout que ce soit la première cible. Idem pour la TVA ? Oui, non, la TVA, je pense que la TVA, il faut la baisser. Par exemple, nous sommes pour une TVA modulée selon l'impact écologique. Par exemple, tous les biens qui sont en faveur de la transition écologique, les billets de train, par exemple, voilà, ou les services de réparation, eh bien, nous sommes au contraire pour baisser la TVA sur ces produits-là. Voilà une réforme qui serait intelligente, plutôt que d'en faire un impôt de rendement et au contraire de toujours taxer les plus pauvres, puisque la TVA est bien sûr l'impôt le plus injuste, puisqu'il touche majoritairement les plus pauvres. Vous le savez, le budget, c'est un objet très politique. Ça va être très difficile en 2026 de trouver un accord de gauche à droite sur le projet de loi de finances. Qu'est-ce qui est un motif de censure pour vous dans ce gouvernement ? Aujourd'hui, en tout cas, tant qu'il restera enfermé dans ce dogme anti-impôt, tant qu'il y aura vraiment une ligne qui est extrêmement libérale, qui refuse de s'attaquer aux plus fortunés, oui, bien sûr, c'est un motif de censure. Nous sommes en total désaccord avec cette ligne. Et surtout, cette ligne, ce que nous proposons est majoritaire dans le pays. Nous l'avons vu aux élections de juin 2024 où le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Quand nous proposons la taxe Zuckman, c'est 70% des Français qui sont favorables à une imposition des plus riches. Alors, il faut que ce gouvernement comprenne qu'il ne peut pas gouverner contre les Français. Et tant qu'il aura ce dogme qui favorise les grandes entreprises et les plus aisés, eh bien oui, ça sera un motif de censure, bien entendu. Et est-ce que l'affaire Betaram, est-ce que les retraites, le conclave des retraites, ces conclusions là qui vont arriver au mois de juin. Est-ce que ce sont d'autres motifs de censure pour vous ? Est-ce que vous brandissez cette menace ? Le conclave des retraites, on voit ce qu'il va donner, malheureusement. Je crains pas grand-chose. Oui, bien sûr, le dogme aussi sur les 64 ans n'est pas acceptable. L'affaire Betaram fait aussi partie des sujets sur lesquels nous trouvons que François Bayrou ne s'est pas expliqué de façon claire et que on voit en étudiant le passé que quand même il a été extrêmement impliqué et peu inquiété sur cette question-là. Donc cet ensemble de choses, oui, fait partie des raisons de la censure. Je crois aussi que le rapport à l'immigration, le rapport à nos valeurs d'accueil et d'hospitalité sera déterminant parce que nous assistons à un glissement aujourd'hui avec la porte ouverte, la surenchère pour que on serve un peu ce discours anti-immigré. Cela, nous ne l'accepterons pas. Une question sur Safran, parce que le patron de Safran a été auditionné devant l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il ne s'installerait pas dans des villes écologistes parce qu'il a été très mal accueilli. Il fabrique des turbines pour les avions, notamment civils et militaires. D'abord, je crois qu'il faut remettre l'épisode Safran dans son contexte. L'histoire est qu'il y avait une friche industrielle qui devait être dédiée à des activités sur la transition écologique et que le projet qui est arrivé est un projet d'aviation. Donc, on ne s'étonne pas quand même que les écologistes rennais réagissent à ce projet d'implantation et préfèrent effectivement une réindustrialisation durable. Après, je laisse au patron de Safran la responsabilité de ses propos. Je l'invite surtout à venir dialoguer avec nous plutôt que de dire qu'il ne s'installera pas dans des mairies écologistes. Charles Fournier, qui est chef de file pour nous sur ces questions de réindustrialisation, fait un débat à Rennes prochainement. Je l'invite à venir dialoguer avec nous, qu'on puisse parler réindustrialisation, parce que pour nous, c'est un sujet important, mais une réindustrialisation durable. Merci Eva Sas d'avoir été avec nous ce matin, députée écologiste de Paris, membre de la Commission des Finances. 9h40 sur France Info, vous avez rendez-vous avec Les Informés.